Sans détour. Avec Sylvain Caron. Monsieur Jérémy Bélanger, merci beaucoup. Monsieur Caron, bonjour. Merci de l'invitation, ça me fait plaisir. Une grosse soirée hier. Oui, mais je me suis pas couché si tard que ça. OK. Quand même. Donc, mais une belle soirée. Moi, j'aime toujours ça. Monsieur Marcel-Yves qui nous amène un bon café. Merci beaucoup, Monsieur Marcel-Yves. Bienvenue. Oui, je me suis pas couché trop tard, ça c'est sûr, mais toujours passionnant, c'est certain. Une soirée électorale, là, c'est passionnant de voir la carte se dessiner devant nous. Encore une autre belle vague bleue. Ça ressemble pas mal à ce qu'on a vu en 2018 chez l'électorat francophone québécois, tout à fait. J'ai l'impression que le Bloc a bien joué ses cartes au niveau de la loi 21, c'est-à-dire la fameuse loi sur la laïcité, Oui. où on avait des partis qui se préparaient ou qui proposaient une contestation, qui l'ont dit de façon explicite dans leur électorat anglophone à plusieurs reprises, de façon moins explicite dans l'électorat francophone, mais tout de même, ils ont mis de l'avant cette possibilité de contestation-là par rapport à leurs valeurs, aux valeurs qu'ils défendent. Les Québécois francophones ont un peu sursauté face à cela. Donc, on dit, wow, il faut qu'on défende un peu cet acquis-là, ou plutôt cette proposition-là de loi 21, qu'on ne se le cachera pas, n'a pas d'impact encore concret dans la vie de tous les jours de tous les Québécois. Là. Exact. Mais c'est une vision de société, c'est une vision, la laïcité, de l'application de cette vision-là, mais il n'y a pas d'impact sur les gens encore. Il n'y a pas de personnes là, qui ont perdu leur travail ou qui ont dû retirer. Il n'y a pas eu ce genre de choses-là à très grande échelle, sauf quelques petites exceptions. Donc, les Québécois, les francophones ont pris, je pense, ont décidé dans une proportion assez importante là, d'aller avec le Bloc pour cette raison-là. Et aussi pour l'autre côté environnemental, je pense. Ils ont vu se dessiner là, avec le Parti conservateur une coalition, un bloc canadien central, c'est-à-dire dans les prairies, là, où il y avait une volonté de faire transiger les ressources naturelles de ce niveau-là, énergétique, pétrole, sable bitumineux, etc. Oui. Au Québec, cette vision-là des pipelines pour des sables bitumineux, ça passe pas très bien. Si l'acceptabilité sociale de ça n'est pas acceptée de façon claire par beaucoup, beaucoup de gens. Donc, laïcité, environnement, le Bloc, je pense, a bien tiré ses cartes par rapport à ça. Mais parlons aussi des autres. Moi, je vais être bien franc, c'est pas une campagne qui m'a emballé. J'étais pas au bout de ma chaise durant tous les jours de la campagne, OK. comme je l'étais auparavant ou comme je l'ai déjà été dans d'autres campagnes, autant fédérales que provinciales. Parlons des autres partis. Le Parti conservateur, ben moi, après leurs résultats d'hier, j'ai pas d'autre réflexion que de dire que M. Scheer doit quitter. Son parti a fait un score plutôt faible, sauf son fameux bloc des prairies. T'sais, ailleurs au Canada, il n'a pas été capable de s'instaurer comme un leader capable de remplacer Justin Trudeau dans l'électorat dans les anglophones. OK. Et non plus chez les Québécois francophones, sauf que quelques petites exceptions où il y avait des candidats forts, comme le lieutenant du Québec conservateur, qui était quand même un bon candidat, quelques endroits plus conservatrices au niveau idéologique au Québec. Il a fait quelques c'est pas des châteaux forts, mais ça fait quand même quelques années que ce courant-là est présent dans ces régions-là. On parle un peu le centre du Québec, par exemple, là, et un peu au sud du Saint-Laurent, dans le centre du Québec. Donc, voilà, M. Scheer, ben, malheureusement, il n'a pas réussi à se vendre comme potentiel premier ministre. Ouais, ça, c'est clair. Parce que c'était soit lui ou soit M. Trudeau. Il n'y avait pas, pour le poste de premier ministre, il y avait deux options. Oui. M. Scheer, je crois que l'erreur qu'il a faite, ça c'est bien personnel, puis j'en parlais avec mon frère justement hier, puis dans les jours précédents, dans les débats, etc., il est arrivé avec une proposition qui était « je vais être comme vous. Regardez, moi je suis comme vous, je veux faire ce que vous voulez. » Et il disait ça ou il partageait ça à toutes sortes de gens, toutes sortes de groupes, plutôt que de dire « je suis un leader, voici ce que je propose. J'ai pas senti ça de M. Scheer pendant la campagne.
voici, je suis un leader, je suis le leader du Parti conservateur, je vous propose un certain nombre d'idées, je vous invite à venir avec moi. Tu sais, je vous invite à me faire confiance, à me donner la chance de vous montrer que ces idées-là que je partage sont des idées, des bonnes idées, des belles idées. C'était plus une campagne, et puis là, ça me fait rire parce que j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de stratèges du Parti conservateur qui étaient très similaires aux stratèges du Parti libéral cette année. J'ai vu des stratégies similaires. Donc, je vais être comme vous, plutôt que de dire je suis un leader avec mes idées. Campagne assez négative. Moi, je me souviens, quand M. Scheer, quand c'est sorti le fameux Aladdin là, de Justin Trudeau, là, Oui. Magazine Time sort ça instantanément. Donc, évidemment, il y avait une coordination, il y avait une connaissance de cause du Parti conservateur de ce scoop-là du Magazine Times. Instantanément, M. Scheer sort une vidéo, ceci était inacceptable, M. Trudeau a dépassé les bornes, c'est un raciste. Donc, premièrement, des grosses accusations. C'est un déguisement. M. Trudeau se déguise tout le temps. M. Trudeau est immunisé à ce genre d'attaque-là. Donc, ça a été pour moi, je pense, un coup d'épée, pas un coup d'épée dans l'eau, mais un coup qui donne à Trudeau, mais qui est revenu sur le nez. Et puis, je suis sur les médias sociaux, sur TikTok, pour les jeunes, un petit peu plus, la génération Z. Il y avait toutes sortes de... C'est une application qui est des très courts vidéos, avec des montages. Les jeunes se font des montages de courts vidéos, 15-20 secondes, OK? Avec de la musique, avec des filtres, des photos, etc. Et les jeunes riaient de ça. Ils disaient, Justin Trudeau se déguise en Aladdin. Il faisait des petites vidéos, puis là, à un moment donné, il y a un jeune, il voit Trudeau à Toronto, il le filme, puis là, il met la musique d'Aladdin dans le background, tu sais. Fait que là, puis là, il y avait toutes sortes de gens qui faisaient des jokes, des blagues avec ça. Donc, les jeunes, ça l'a pas rejoint les lecteurs que Scheer voulait rejoindre avec ça. Ça n'a pas marché, cette campagne négative-là, de dépeindre Justin Trudeau en raciste ou en quoi que ce soit. Il est immunisé contre ça. Ça ne marche pas contre lui. Pas contre Justin Trudeau, tu sais. Ça aurait été l'inverse contre M. Scheer. Là, probablement que là, ça s'aurait fait challenger. Mais pas contre Trudeau. Trudeau est immunisé. Donc, Scheer, c'est pas mal ça, sa campagne. Moi, j'ai pas senti, comme je disais, ces grandes idées, les grandes idées d'un leader. C'était plus, je veux faire plaisir à tout le monde. M. Trudeau, de son côté, ben lui, il s'est fait malmener, là, on s'entend. Là. Ça a été des coups durs de pas mal tout le monde, tout le long. OK? Il y a eu quand même quelques scandales aussi là, depuis le début de l'année là, avec SNC-Lavalin, avec en justice, avec, là, j'oublie le terme en français, là, son Attorney General, pour ne pas le nommer en anglais, là. Bref, il y a eu ces scandales-là. Et les conservateurs auraient dû avoir, selon moi, une porte ouverte cette année. Et la faiblesse de la campagne de M. Scheer a fait qu'ils n'ont pas eu cette porte ouverte-là pour eux. Ou plutôt, ils n'ont pas été capables de l'ouvrir suffisamment. M. Trudeau a fait une campagne correcte, des débats moyens, mais corrects. Il n'a pas fait de grandes erreurs en débat ou de grandes erreurs de campagne, comme c'est possible de faire pour des chefs. Donc, voilà, M. Trudeau se retrouve avec un gouvernement minoritaire. Parlons un peu plus des libéraux. Il n'y a pas eu non plus de proposition très forte côté libéral, sauf peut-être côté environnemental. Mais je pense pas que les gens se disent qu'ils vont réaliser tout ça. Là, là, je vais bannir le plastique. Ben oui, tu vas bannir le plastique. On en parlait justement au congrès de la CAQ au moment donné. Comment tu fais pour bannir le plastique? T'envoies une police du plastique partout qui va dire « Hey, vous autres ici, il n'y a pas le droit d'acheter du plastique. » C'est très difficile. C'est facile à dire. C'est facile à avoir cette proposition-là. Mais c'est extrêmement difficile de l'appliquer. C'est extrêmement difficile de l'appliquer à un coût raisonnable pour la société. Moi, je te dépense 2 milliards là, par année pour bannir le plastique. Le monde va dire « Wow, ça n'a pas de bon sens. » Investir dans les écoles, investir dans les hôpitaux, les gens vont dire ça n'a pas de bon sens s'il y a des trop grosses dépenses. Mais bref, là, il dit qu'il va bannir le plastique. Bannir le plastique à usage unique. Bon, moi, je vais le croire quand je vais le voir. C'est difficile à appliquer, ce genre de choses-là. C'est bien de faire la promotion de ça, d'en parler, de dire, hey, incitons les gens à changer leur consommation. Incitons les entreprises aussi. Difficile à appliquer. Ensuite, si on continue un petit peu par rapport aux politiques environnementales, il y a toujours bien acheté un pipeline. Hein?
avec l'argent des contribuables. Ouais. Donc, les gens sont certainement pas convaincus. Je pense pas que les gens vont dire on vote pour les libéraux pour cette vision environnementale-là qu'ils proposent parce qu'ils vont appliquer ou ils vont faire des réels changements. Je ne pense pas que c'est pour ça. Donc, M. Trudeau a bien performé dans les centres multiculturels, on va dire traditionnels. Les centres traditionnels, pardon, Toronto, Montréal, Laval, il a tout raflé. En Atlantique, il a bien fait aussi. Dans les autres grands centres urbains aussi. Mais sinon, à l'extérieur de ces grands centres urbains-là, c'est assez limité. On va dire où il a dû essuyer quelques revers partout au Canada. Donc, il est passé de 39% à 33% au niveau des pourcentages de vote. Et il a perdu quelques comtés au Québec, mais quelques comtés aussi ailleurs là, au Canada. C'est pas mal ça pour M. Trudeau et les libéraux, en tout cas à ma perception bien personnelle. Parlons un petit peu du Bloc. Le Bloc a bien fait, comme j'ai dit, et a raflé à toute fin pratique de 10 à 35 environ. Je pense qu'il y avait encore peut-être un comté qui n'était pas certain. Là. Mais de 10 à 35, c'est une bonne récolte, une excellente récolte pour le Bloc québécois. Évidemment, je ne crois pas que les Québécois vont demander au Bloc d'aller faire l'indépendance à Ottawa. C'est pas ça que la majorité des Québécois qui ont voté pour le Bloc aspirent. Oui, il y en a. Il y en a que c'est ça. On dit on veut un parti indépendantiste au fédéral pour faire la promotion de l'indépendance. Il y en a. Mais la majorité, ce n'était probablement pas ça, mais plutôt une proposition de défense des intérêts du Québec ou des projets qui ont été entamés en 2018. Voilà pour le Bloc. Ensuite, pour le Parti vert, eh bien, ils sont passés de 2 à 3 députés. Madame May a fait une campagne à toute fin pratique ridicule. Je suis sévère dans mes termes, mais c'est ça. J'ai essayé de la suivre un petit peu dans les débats quand elle parlait. Je n'étais pas capable, j'avais mal à la tête. Donc, je suis convaincu que je n'étais pas le seul. Et au Canadien anglais, ben là, elle parlait de travailler sur les chemins de fer pour permettre de transporter le pétrole parce qu'on ne veut pas de pipeline, puis etc. Ça se tenait pas, là. C'était pas le Parti vert que je crois qu'il devrait... Ce n'est pas les cartes que le Parti vert devrait jouer. Il devrait jouer vraiment sur des propositions environnementales larges et, on va dire, fortes, pour, ultimement, s'il y en a peut-être un petit peu diminué, accepté par la majorité de la population, bien, là, ça devient intéressant. Mais si elle s'en va dans des espèces d'histoires de transporter du pétrole, on va améliorer les chemins de fer. Non, ça n'a pas rapport avec le Parti vert, selon moi. C'est ma perception du rôle du Parti vert, ou plutôt des gains que le Parti vert peut faire. Donc voilà, ils ont eu un député en Atlantique et 2 députés en Colombie-Britannique, leur milieu assez naturel. Un gain en Atlantique. Voilà, c'est ça pour le Parti vert. Le NPD est en déroute. Comme M. Scheer, je crois que M. Singh devrait démissionner. Ah oui. À moins que le NPD n'aspire plus à avoir un premier ministre dans un futur proche. Parce que M. Singh a fait une bonne campagne, rejoignait aussi bien les jeunes sur TikTok, sur les médias sociaux. Moi, j'ai vu qu'il rejoignait bien les jeunes, ou un certain nombre, un certain électorat de jeunes. A bien performé en débat, mieux que M. Scheer en français et bien en anglais. Mais cependant, oui. Et au Québec, le NPD de M. Singh, justement, il n'a rien fait de bon. Il a tout perdu. Il a tout perdu, sauf Alexandre Boulris. Ouais. Il leur reste un candidat, ou plutôt un député actuellement. Donc, si on parle vraiment du Québec... C'est quoi qui a fait qu'il n'a pas vraiment fait sa marque au Québec? Bien, premièrement, il était très contestataire de la loi 21, d'avance. M. Singh et le NPD au Canada, depuis, on va dire, après Thomas Mulcair, représentent beaucoup la gauche radicale anglo-saxonne. Concordia, McGill, les grandes universités américaines. Cette gauche radicale-là, anglo-saxonne, très anti-nationaliste, va plutôt prêcher vers ce qu'il appelle les citoyens du monde et le principe de la fragment, ou plutôt la dissolution des nations sur la planète. Donc, cette gauche anglo-saxonne-là ne résonne pas chez l'électorat francophone, littéralement. Moi, c'est ma perception. Ça n'a pas rapport à son turban, ça n'a pas rapport à son identité religieuse. Et, en effet, les Québécois ayant une volonté
de laïcisation de l'espace politique, un signe ostentatoire comme M. Singh. C'est pas un musulman, mais c'est un sikh, mais c'est quand même des signes forts. Lui, il a son couteau, il a son turban, ce sont des signes forts. Ça ne dérange pas de les enlever en passant. Vous l'avez peut-être vu, il les a ôtés à quelques reprises. Mais ce sont des signes forts. Les Québécois sont plus actuellement dans une volonté de laïcisation de leur espace politique, mais surtout une laïcisation des représentants politiques. Il y a une volonté à ce niveau-là. Je le pense, c'est mon impression. Donc, ça non plus, ça ne passait pas. Donc, la position néo-démocrate de la gauche radicale anglo-saxonne, qui à toute fin pratique, qui pour moi est déconnectée des courants nationaux, autant là, en Europe qu'au Québec, par exemple, des courants nationaux forts, c'est en opposition directe avec les Québécois francophones qui ont cette fibre nationale-là, cette fibre nationaliste-là, et cette présentation-là du religieux très forte, dans un contexte où les Québécois sont plus dans une vision laïque, c'est les deux éléments là, qui ont fait que le NPD est rayé de la carte au Québec. Mais pas juste au Québec. Il faut le dire aussi, ils n'ont pas fait de gains. Là. Ils sont encore diminués encore plus qu'ils étaient avec Thomas Mulcair, qui n'était pas un gars de la gauche radicale, mais qui était plutôt un centriste. Vous voyez, là, M. Singh a apporté le NPD avec les jeunes de la gauche radicale anglo-saxonne beaucoup plus vers la gauche. Et on voit le résultat. Là. 19, je pense, 18, 19 députés, ou une vingtaine, peut-être début vingtaine, puis 15-16% du vote national. En 2015, le NPD commençait la campagne à 32-33%. C'était le premier parti en avance en 2015. Puis avec la mauvaise campagne de M. Mulcair, M. Trudeau l'a dépassé. Bref, le NPD, je ne sais pas où ils vont se retrouver dans les prochaines élections, mais certainement, s'ils veulent continuer dans cette vague-là de gauche radicale anglo-saxonne, au Canada, oui, ils vont faire certains gains, peut-être à Toronto, à Vancouver, à Montréal, à Laval, dans les milieux multiculturels, mais sinon, ça va être assez limité, le potentiel de percer à court terme. Mais qu'est-ce qui est sauve, c'est que les libéraux ils ont besoin d'eux autres pour avoir assez de votes pour pogner le 170. Donc là, pogner la majorité, ils ont besoin de NPD. Oui, on va se retrouver probablement avec une coalition libérale NPD. Moi, c'est la coalition la plus naturelle que je vois. Parce que le Parti libéral de 2019, de cette année, est relativement différent des partis libéraux des années 80, de Pierre-Éliott Trudeau-Père et Jean Chrétien, par exemple. On est loin de ça. Là. Donc, en effet, l'alliance naturelle entre le NPD et le Parti libéral du Canada commence à se dessiner de plus en plus, je pense. Ils ont le même électorat, où ils partagent une certaine partie du même électorat, en plus des gens, on va dire, la génération des baby-boomers qui, eux, se rappellent du Parti libéral qu'ils ont connu dans les années 80-90. Donc, oui, c'est pas mal ça le topo assez sommaire. NPD, Bloc québécois a fait une belle avancée. M. Blanchette, à son discours hier soir, c'est intéressant. La coalition, en tout cas, c'est à suivre, hein, les discussions qu'il va y avoir entre le Bloc et le Parti libéral. Tout à fait. Tout à fait. J'ai hâte de voir comment ça va se dessiner, parce qu'on se souvient que M. Duceppe, lors des moments où il y avait des gouvernements minoritaires à la Chambre des communes dans les années 2000, jouait bien la carte de la défense des intérêts du Québec. Donc, il n'était pas nécessairement dans un mode promotion de l'indépendance uniquement, mais plutôt à la défense des intérêts du Québec. Donc, il répétait souvent, si c'est bon pour le Québec, on va être à l'écoute de tous les partis. Oui. Je crois que M. Blanchette, qui a fait une bonne campagne, des bons débats, solides, c'est pas d'erreur, il a bien parlé aux gens. Je crois que M. Blanchette, s'il arrive à Ottawa avec cette réflexion-là, cette vision-là, ça peut bien aller, et puis il va pouvoir, en effet, avoir peser sur les bons pitons ou activer les bons bras de levier. Oui. Ouais. M. Blanchette a déclaré, en tout cas, il a clarifié définitivement sa position avec un pipeline traversant le Québec. Je ne l'ai pas pogné, ça, hier, ça? Hier soir. Je l'ai pas. Il dit non, on ne fait pas ça. C'est socialement inacceptable.
pas de pipeline au Québec. Ça passera pas, comme les pancartes disent. Un autre, un parti indépendant qui a remporté une voix, Oui, lequel? Judy Wilson. Oui, oui, elle a gagné, c'est vrai, vous avez Ouais, raison. ouais, Très ouais. intéressant. Ouais. Très intéressant. Une roche dans le soulier au Parlement, ça. Ça va être une petite roche dans le soulier. Ça ne sera pas une grosse Non, roche, mais une petite roche Là, pour rappeler. dans les souliers de Justin Trudeau. Oui. Pardon. Je pense que c'est bien. C'est bien. Des fois, c'est bon d'avoir, on va dire, des acteurs, pas à l'intérieur des grands partis, qui vont pouvoir avoir des interventions intéressantes. Exact. Ouais. Pardon. J'aimais bien l'entendre parler. Quand Oui. même, tu sais, il y a quelque chose là. Très intéressant d'ailleurs. Ouais. Oui, en Ouais. effet. Plus proche de nous autres un petit peu. Grosse victoire pour Sébastien Lemire. Félicitations à M. Lemire, certainement. C'était une belle campagne, une victoire relativement, comment je dirais, solide. Tu sais, je veux dire, une majorité de voix importante. Pratiquement 10 000. C'est ça, c'était une belle victoire, une grande victoire pour lui. Donc, félicitations à Sébastien, certainement. Je n'ai pas eu la chance de dire personnellement, mais si je le croise dans les prochaines... dans un avenir X, je vais le féliciter certainement. Une belle campagne. Il aime ça, la politique, Sébastien. Il était passionné de ça. Je l'ai rencontré à quelques reprises pendant la campagne 2018 et ça apparaît. Son intérêt pour la politique est rejailli. Donc, belle victoire pour lui. Par rapport aux autres candidats ici en région, félicitations à eux aussi. C'est pas facile, la campagne. Donc, je pense que c'est bien de prendre le temps de leur dire. Alain, Mario, Jacques, Aline, Claude, ils ont fait chacun leur campagne, je pense, de belle façon. Ils ont porté des points de vue dans les débats intéressants. Autant le Parti vert, le Parti néo-démocrate, autant le Parti populaire du Canada. Ils ont porté chacun les bons points, et puis le Parti conservateur aussi. Donc, des bons points à ce niveau-là pendant la campagne, on va dire, plus régionale. Oui. Jour 1, après la campagne électorale, on s'attend à ce que les gens prennent un petit repos. Oui. Mais il se passe quoi après? On fait quoi, là? Bien là, mettons qu'on se met dans les bottes de Justin Trudeau. Là, lui, il doit patiner pas mal en ce moment pour, de un, faire les alliances qu'il a besoin de faire pour gouverner. Et de deux, faire un peu le dénombrement des gens qui sont tombés au combat. Là. Là, il y avait des gens qui ont tombé au combat, il y a des nouveaux, il y a des gens qui ont quitté. Donc, là, il doit s'assurer d'avoir un bon topo de ça. Là. Quand on parle, on va dire, du rôle, ou plutôt le premier jour du gouvernement, les premiers instants après l'élection. Et pour faire un parallèle à l'élection 2018, ça va extrêmement vite après une élection. Moi, j'étais vraiment surpris de tout ça. Okay. Les gens, la population prend un repos, mais je peux vous garantir que les gens dans les cabinets, les gens proches des leaders politiques ne prennent pas de repos après l'élection, parce que tout va très, très vite. Parce que c'est vraiment de démontrer qu'on est apte à gouverner, qu'on est prêt, que l'équipe est au rendez-vous, d'avoir les personnes clés aux bons endroits pour permettre de former le gouvernement et puis de prendre en charge, finalement, ces responsabilités-là. Certainement, M. Trudeau étant le gouvernement sortant, il y a peut-être un peu moins d'enjeux qu'un gouvernement qui arrive et qui n'était pas là avant, comme par exemple la CAQ l'année dernière. Ça avait brassé pas mal, ça allait très, très vite, parce que tout était à bâtir. Oui. M. Trudeau, là, lui doit faire le décompte. Il y en a qui sont encore là, il y en a des nouveaux, il y en a qui ont quitté. Mais bref, il y a quand même là, des manœuvres à faire, surtout au niveau de l'Alliance, potentiellement avec le Parti néo-démocrate. OK. Parlant d'alliance, puis le Québec, la CAQ, une belle vague bleu pâle, puis le Bloc québécois, une belle vague bleu pâle. Oui. Il se passe quoi dans 3 ans? Au provincial? Oui. J'en parlais justement ce matin avec mes amis. Moi, je vois, honnêtement, là, je vois un scénario se dessiner. C'est pas compliqué. Le Parti libéral est en retranché actuellement aux alentours à Montréal et à Laval. Quand on dit retranché, c'est qu'il leur reste littéralement juste des députés là. Sébastien Proulx a quitté. Sébastien Proulx, c'était selon moi le seul leader... Non, c'est pas vrai. Il y a peut-être Gaétan Barrette aussi, qui est encore là, qui serait potentiellement un leader fort pour le Parti libéral. Sébastien Proulx a quitté, mais Gaétan Barrette, il y a la défaveur d'une large partie de la population.
le Parti libéral étant coincé sur l'île de Montréal et sur l'île de Laval, avec devant eux pas d'option de leader, à moins de quelqu'un de l'externe qui arriverait que je ne soupçonne pas, mais qu'il n'y a pas des options de leader intéressantes ou fortes, ou des options intéressantes ou fortes. Je ne pense pas qu'il va y avoir beaucoup de gains du Parti libéral en 2022, dû à cette concentration géographique-là et dû au manque de leadership. Le Parti québécois étant retranché dans l'est du Québec, c'est-à-dire en Gaspésie-Rimouski avec M. Bérubé et en Côte-Nord, est limité aussi dans ses marges de manœuvre pan-québécoises. Donc, je pense que ça va être difficile pour ces deux partis-là en 2022 de se relever la tête. Peut-être dans un autre mandat, tu sais, mettons en 2026, là, peut-être qu'ils vont être capables d'arriver avec un renouveau, mais je pense que ça va être difficile pour 2022. Parce que ça va vite, hein? Ouais. On est déjà en 2019, 2020. Là, la CAQ va continuer son agenda. Oui. Et puis là, tu sais, on ne sent pas vraiment d'opposition ou de proposition de ces deux partis-là encore. Puis après ça, les autres, ils doivent faire course à la chefferie, nouveau chef. Il faut qu'on commence à connaître le chef. Donc, ce sont des choses qui prennent du temps. Et le temps file. Donc, voilà pour le Parti québécois et le Parti libéral. Québec solidaire. Moi, j'ai l'impression que Québec solidaire va bien faire en 2022, égal ou mieux qu'à la dernière élection. Égal ou mieux parce que Québec solidaire va commencer à gruger tranquillement, pas vite, l'électorat libéral dans les centres multiculturels de Laval et de Montréal avec les positions de la gauche radicale anglo-saxonne qu'ils introduisent de plus en plus dans leur programme. Et puis ça, je dis la gauche radicale, ce sont des idées radicales, oui, parce que ça ne sont pas partagées par la majorité de la population actuelle, mais ce sont des idées qui sont souvent très populaires chez les jeunes en milieu urbain. Donc, il ne faut pas se leurrer. Il y a beaucoup de gens dans ces milieux-là, dans ces centres urbains-là, donc quantité, un nombre en population très important. Je pense qu'ils vont faire des gains là, s'ils jouent bien leur carte par rapport à cette idéologie-là, et ça va faire mal au Parti libéral. Parce que le Parti libéral, là, tu sais, l'île de Montréal, tu as l'Ouest qui est libéral, tu as ensuite le centre maintenant qui est Québec solidaire. J'ai l'impression que Québec solidaire va faire des gains vers l'Ouest. Okay. C'est ma perception. Okay. Avec les jeunes de cette idéologie-là. Pardon. Et eh bien, en région, évidemment, Québec solidaire va être probablement encore fort ici, parce qu'Émilise fait bien son rôle de député contestataire ou, on va dire, qui chien de garde de certains dossiers. Donc, ça en prend, comme on avait parlé l'autre fois, ça en prend des députés comme ça. Donc, elle fait bien ça. Et Québec solidaire devrait bien faire dans les centres universitaires et collégiales à grandeur du Québec, c'est-à-dire Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Rimouski, Sherbrooke, Université Laval, à Québec. Donc, ils vont miser sur ces endroits-là pour faire des gains potentiels, mais je pense qu'ils vont se maintenir pas mal où ce qu'ils sont ou une petite augmentation. Et la CAQ, et puis, ben là, vous pouvez dire, Jérémy, tu es un caquiste, donc tu es biaisé. Peut-être, c'est vrai, mais je pense que la CAQ, dans l'électorat francophone québécois, va faire des gains en 2022. C'est-à-dire, va probablement asseoir ses acquis. Et maintenant, la CAQ aura une machine de guerre avec de l'argent, avec des gens sur le terrain, des députés à la grandeur du Québec, des ministres. Donc ça, cette machine de guerre-là va servir la CAQ afin de faire des gains dans l'électorat francophone où ils ont eu la difficulté. À Gatineau, ça va brasser pour les libéraux. La CAQ va faire ses efforts là. Saguenay-Lac-Saint-Jean, selon moi, ça va être tout coloré en bleu. Ça l'est déjà, mais ça va l'être encore. L'Abitibi-Témiscamingue, je vais croiser mes doigts parce que moi, j'aimerais ça qu'on ait un député, peu importe qui c'est, un député au pouvoir en 2022 pour la circonscription de Rouyn-Noranda-Témiscamingue. La CAQ va probablement essayer de battre Québec solidaire là, garder les acquis dans le nord du Québec, Ongava, c'est-à-dire Chibougamau, Chibougamau, Chapais, etc., le Bessok-Évillon. La CAQ va probablement essayer de faire des gains dans l'Est, c'est-à-dire sur la Côte-Nord, probablement regarder des projets miniers, des projets de développement énergétique, d'énergie renouvelable. Donc, ça aussi, ça va brasser là, qui était encore une fois au Parti québécois. Et des gains à Montérégie là, sont déjà quand même pas mal là, mais les couronnes nord et les couronnes sud, c'est vraiment tout CAQ. Et puis les petites
des espaces à gagner, ils vont pouvoir mettre des ressources substantielles pour aller faire des gains là aussi. Parce qu'ils ont déjà des acquis très, très forts en ce moment. Donc, il y a le parti, selon moi, puis c'est bizarre parce que là, c'est eux qui sont au pouvoir, mais le parti qui a la plus belle ouverture de grandir en 2022 pour les élections provinciales, c'est la CAQ, selon moi. Ouais. PPC? Oui, j'en ai pas parlé tantôt, puis ça m'est venu à l'esprit. Monsieur Bernier, qui a perdu la course à la chefferie conservateur avec 1%, avec Andrew Scheer. Tu sais, il était en avance dans les premiers tours. Okay. Ensuite, deuxième tour, là, il y en a qui ont débarqué. Puis là, il restait juste Maxime Bernier et Andrew Scheer au dernier tour. Et Maxime Bernier a eu 49% des appuis des membres du Parti conservateur. Et Andrew Scheer a eu 51%. Ça, c'est la course à la chefferie du Parti conservateur après M. Stephen Harper en 2016. Donc, défaite crève-cœur probablement. Après ça, parle, jase. Il voit bien que le Parti conservateur ne va pas où il a envie qu'il aille. Donc, quitte le Parti conservateur, tire à boulet rouge sur M. Scheer, fonde Parti populaire du Canada. Parti idéologie surtout libertarienne, c'est-à-dire avoir un gouvernement fédéral très peu centralisateur, ou plutôt qui laisse aller beaucoup de pouvoir aux provinces et qui diminue finalement la grosseur de l'État fédéral. Quelques positions controversées, autant en, je dis controversées, ou qui ont fait couler beaucoup d'encre en immigration et en la gestion de l'offre au niveau de l'industrie laitière. Donc, perd sa circonscription en Beauce hier. Donc, malheureusement, pour M. Bernier, je crois que son voyage politique est terminé. Mm-hmm. Je crois que c'est terminé pour son parti et lui. Ça semble... Il semble pas avoir actuellement de volonté politique ou de désir politique pour un parti de ce type-là. Honnêtement, je croyais qu'il était sous-estimé. Je croyais qu'il était sous-estimé au début de la campagne. Faites des bons débats. C'est bien présenté. C'était un leader qui présentait ses idées plutôt que de dire « je vais être comme vous voulez que je sois ». Donc, j'ai entendu des bons commentaires de Maxime Bernier dans les débats autant français qu'anglais. Finalement, défaite complète et totale. Maxime Bernier perd même son siège. Donc, je ne vois pas vraiment non plus d'avenir pour son parti et lui-même à court et moyen terme. Oui, on voyait à la télévision hier que ça l'avait fait, c'est dur. Je ne l'ai pas vu, j'ai pas vu sa réaction après, là, mais j'en doute pas. Ouais. Parce qu'il avait quand même mis, il faut quand même donner ça aux gens qui s'impliquent en politique, qui fondent un parti et qui traversent le pays pendant des mois et des mois pour proposer une option politique. Ça a dû faire ses efforts. Ouais. On va dire ça comme ça. On va revenir dans notre cour arrière. Bon, ici, en Abitibi, on est avec le Bloc. Quels sont les dossiers qu'on devrait surveiller? Bon. Moi, j'aimerais bien que tous les députés d'Abitibi-Témiscamingue, actuellement, il y en a deux finalement, c'est séparé en deux, l'Abitibi-Témiscamingue au fédéral, travaillent sur les besoins d'infrastructures en région. Je crois que ça serait intéressant qu'il y ait cette promotion-là au niveau du gouvernement libéral. Ce désir-là de promotion. Il va y avoir le gazoduc. Le gazoduc va être un gros enjeu. Ça, pour faire c'est pas un oléoduc, hein? Moi, c'est un gazoduc et un oléoduc, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Les gens pensent que c'est pareil. C'est une pipeline pareil, non? Donc, c'est exact. C'est la représentation, l'image que les gens ont est souvent la même. Mm-hmm. Mais ce que les gens redoutent, c'est les déversements de pétrole, c'est vraiment la contamination, etc. Okay. Ça fait peur aux gens. Ce que tu avec trouves raison. pas dans le gazoduc? Ce que tu n'as pas dans le gazoduc, mais disons qu'on ne s'embarque pas trop dans le détail technique de tout ça. Okay. C'est pas la même chose, mais les gens perçoivent ça de la même façon, donc ça va être un enjeu. Ouais. Ça va être un enjeu à débattre. Actuellement, la CAQ a eu une position relativement favorable à ce projet-là, depuis la proposition de GNL Saguenay et puis la proposition des tracés, etc. Ouais.
Donc, j'ai hâte de voir comment les députés du Bloc en Abitibi-Témiscamingue vont réagir, parce que ne nous le cachons pas que pour l'Abitibi-Témiscamingue, c'est seulement qu'un tuyau qui passe en dessous de la terre chez nous. On va dire ça comme ça. OK. Il n'y a pas d'enjeu. Oui, il y a des retombées économiques intéressantes. Donc, la compagnie a dit qu'il va y avoir tant de retombées économiques, plutôt des Pendant la construction? pendant la construction, mais pendant l'exploitation aussi, qui va être remis aux communautés. OK. Donc, ça va-tu parler aux élus municipaux un petit peu plus? Peut-être, tu sais. Il va y avoir des joutes qui vont se faire là. Mais ça reste que c'est seulement qu'un tuyau qui passe en Abitibi-Témiscamingue. Oui. C'est un projet de construction. Donc, après ça, il n'y a pas, on va dire, c'est pas comme au Saguenay, où au Saguenay, là, on parle d'une usine avec 500 emplois Oui. bien rémunérés, une grande usine qui pourrait fonctionner pendant plusieurs décennies. On n'est pas dans le même contexte qu'eux. Donc, c'est à voir aussi ce que les libéraux fédéraux vont faire avec ça, ce projet-là. Parce qu'ils vont commencer à en parler. Là, ils n'en ont pas parlé parce qu'il n'y avait aucun avantage à parler de ça. Ouais. Parce Pas que tout sinon, de suite. parce que si tu parles de gazoduc, tout d'un coup, ils te parlent du pipeline en Colombie-Britannique. Donc, tu sais, Yes, c'était une yes, pente, c'était glissant comme sujet. Oui. Donc, il va y avoir cet enjeu-là en région. Il y en a beaucoup d'autres, mais étant donné que, encore une fois, au niveau fédéral, étant donné qu'on a des députés qui ne sont pas au pouvoir, pardon, les bras de levier sont limités. Donc, quand on parle de promotion de certains projets ou de quoi que ce soit d'autre, ou des demandes spécifiques pour la région par rapport aux services du fédéral, les bras de levier sont limités. Donc, c'est pas mal les enjeux que je vois là, actuellement en région. Participation, les gens ont sorti plus que d'habitude pour voter? J'ai pas vu le taux de participation exact, là, parce que je me suis couché avant le chiffre final, là. Mais j'ai pas l'impression que ça a été une élection qui a emballé beaucoup les gens. OK. C'est pas mon impression. Moi, je me sentais pas emballé, en tout cas. Je sentais pas que c'était une élection qui était beaucoup sur des grandes propositions, des grandes propositions de société. C'est pas ce que j'ai senti. Donc, évidemment, quand on a ce genre d'élection-là, ben, la participation est affectée par ce genre de situation-là. Donc, ouais, c'est pas mal ça pour la participation, mais j'ai pas le chiffre exact. Peut-être que avant de... On va poser la question à nos auditeurs. Ouais. On fera une enquête. C'est bien. Parti solidaire, gazoduc, il faudrait peut-être y demander son opinion. Parti solidaire gazoduc. Oui. Québec solidaire, vous Oui, voulez dire? oui, oui. Bien, évidemment, ils sont contre. Québec solidaire a pris position de façon clairement contre. Donc, puis ça revient encore au principe de député contestataire, de défendre, on va dire, ou plutôt de contester les projets d'infrastructure, les projets... À titre pratique, tous les projets. Là, je suis sévère, mais malheureusement, c'est ça. Là, c'est cette volonté-là. Parce que, comme je disais tantôt, dans cette gauche radicale anglo-saxonne-là, il y a une volonté de déconstruire la fameuse maison. Il y a une volonté de déconstruire la société actuelle, on va l'appeler la société capitaliste. OK. Donc, il y a cette volonté-là, parce qu'il la juge, à tort ou à raison, de tous les maux. Donc, un nouveau projet de construction, peu importe lequel, que ce soit d'exploitation de ressources naturelles ou de transport d'énergie, ou une autoroute ou un pont, c'est mauvais, parce que ça fait la continuité de la société du libre marché capitaliste qui le dénonce. Dans les dossiers en région, au niveau provincial, on s'attendait ou on s'attend à quoi de la CAQ? Et puis, avec les élections fédérales, M. Blanchet qui vient au pouvoir, qu'est-ce que ça peut nous amener à court terme en Abitibi? En Abitibi spécifiquement, probablement pas de grandes choses, honnêtement. M. Legault, au début de la campagne, a quand même donné ses demandes, mais plutôt les grands enjeux qu'il voulait conserver. Il a parlé de la loi 21, il a parlé des rapports d'impôt uniques, il a parlé de 4 ou 5 grands sujets. Il voulait orienter les débats au Québec sur ces grands sujets-là. Ça s'est fait,
Mais je pense pas qu'on va voir des résultats de cela très rapidement. Même avec un gouvernement minoritaire, ça serait surprenant de voir des choses comme un rapport d'impôt unique, une décision du fédéral par rapport à ça. Ensuite, puis d'ailleurs, le Parti libéral n'était pas non plus chaud à l'idée. là-dessus, non. Et par rapport à la loi 21, ben ça va probablement pas trop bouger non plus, à moins que les libéraux fassent une alliance avec le NPD pour vraiment s'attaquer à ça. Mais avec 35 députés du Bloc, je pense qu'ils vont garder une petite gêne, là, tu sais. Ils vont faire attention à ça. Et puis, il n'y avait pas d'enjeu que j'ai détecté, bien personnellement, qui pouvait avoir un impact à court terme, moyen terme en région, là, par rapport, on va dire, aux grandes lignes là, de la campagne fédérale. En effet. OK. Fait que ça ne viendra pas changer notre vie demain matin ou le mois prochain ici en Abitibi. Je pense pas. Je pense pas. Ça devrait être assez transparent à court et moyen terme. OK. Honnêtement. Ouais. Au niveau des activités de Sébastien Lemire, il faudrait demander. Faudrait demander. J'espère qu'il va être sur le terrain, à voir les gens, bien représenter les gens, parce qu'évidemment, le premier rôle d'un député, c'est de représenter les gens qui l'ont élu. Ou plutôt représenter les gens de la circonscription qui l'ont élu ou pas. Hein? Tout le monde. Ça, c'est important de rappeler ça maintenant. Il est le député de tous les citoyens de la circonscription d'Abitibi-Témiscamingue. Donc, j'espère qu'il va bien faire ce travail-là. Je pense que c'est le premier rôle du député. Et ensuite, c'est de manœuvrer, je pense, en effet, avec les défenses des intérêts du Québec, comme le Bloc a mis de l'avant dans la campagne. Oui. Donc, voilà, c'est pas mal ça, ces grands objectifs, ces grands enjeux, je crois. Dans les commentaires que j'ai entendus ce matin aux nouvelles, durant la soirée aussi, un Canada divisé. Et puis M. Blanchet disait, la laïcité est au Québec ce que le pétrole est pour les prairies puis l'Alberta. Vous avez raison. Le Canada est plus divisé que jamais. Et puis justement, je parlais avec mes amis ce matin, on est très loin des Brian Mulroney, des gens chrétiens. Là, je parle des premiers ministres, même des Pierre Elliott Trudeau père, qui étaient capables de rassembler une majorité de la population rurale, urbaine, nationaliste canadienne-française, conservatrice, protestante, catholique, des prairies, des Colombie-Britanniques, d'Ontario, du Québec, de l'Atlantique. On est très divisé. Le Canada est très divisé, puis on a juste à regarder la carte pour le constater. On a le Bloc albertain, qui veut faire passer ses ressources, conservateur. Ça, ils ont fait c'est un raz de marée là-bas. C'est un raz de marée. On a le Bloc québécois, qui veut défendre, à ce que j'en ai compris, deux choses, bien principalement, l'environnement sur son territoire et la laïcité, l'héritage de la Révolution tranquille. Et on a aussi les blocs, ou le bloc, je vais l'appeler le bloc multiculturel, qui se regroupe autour des libéraux. Donc ces trois blocs-là vont s'entrechoquer. Ils vont se brasser les uns les autres. Mais je ne vois pas vraiment, à l'horizon court et moyen terme, même long terme, de rassemblement de ces trois blocs-là. Ces trois blocs-là me semblent plus isolés que du temps de Brian Mulroney et Jean Chrétien, par exemple. Donc, ça va être difficile. Ouais. Ça va être difficile. Le futur me semble assez pessimiste dans un esprit de rassemblement canadien. Ça va prendre un très grand leader pour faire cela. Ouais. Et je vais être encore peut-être sévère, mais je ne vois pas ce grand leader-là dans les grands partis fédéraux actuellement. Autant que ce soit Justin Trudeau, autant que ce soit Andrew Scheer qui devrait quitter, autant que ce serait M. Singh qui devrait quitter, et M. Blanchette qui ne représente pas le Canada, donc ne peut pas jouer ce rôle-là. Il a bien fait dans la campagne, mais ne peut pas aspirer à ça, évidemment, parce que c'est le Bloc québécois, tu sais. Ouais. Donc voilà, ça va prendre un leader très charismatique, qui parle un français impeccable, qui parle un anglais impeccable, qui est capable de parler avec des protestants, des catholiques, des athées, tu sais, ça va prendre, avec toutes les communautés culturelles, les Canadiens français, les Sikhs, les Hindous, les anglophones de l'île de Montréal, la communauté juive, la communauté asiatique à Vancouver. Ça va prendre quelqu'un qui va être capable de parler à tout ce beau monde-là pour avoir, ou peut-être aspirer à un Canada beaucoup plus uni qu'il ne l'est en ce moment quand on regarde la carte électorale le lendemain des élections.
Un commentaire, M. Marcel-Yves? Ah non, pas de commentaire. Après l'élection, je constate, comme vous, les changements. Puis, j'ai l'impression que ça va être la pédale douce pour le Parti libéral. Il ne pourra pas faire tout ce qu'il veut parce qu'il est minoritaire. Puis le Bloc, il a bien réussi à jouer ses cartes, à faire une remontée, puis à mettre le NPD dehors. Il a tout volé les sièges du NPD. C'est vrai. Non, je suis content de l'élection, je suis content des résultats. Ça veut dire que ça remet les feux sur la table, les cartes ont changé, puis c'est plus équilibré. Ça va être plus difficile, mais c'est bon que ça soit plus difficile. Oui. C'est correct. On va aller moins vite. Oui. Je dis tout le temps une dernière chose, mais une dernière chose. Gouvernement minoritaire, ce que j'ai entendu encore une fois, 9 mois, 21 mois, on fait-tu 4 ans? Je doute très fort que 4 ans se passent. Pourquoi? Parce que les partis vont probablement rester campés sur leur position. Le NPD n'a pas avantage à ce que le gouvernement soit défait rapidement. Le Bloc québécois non plus, parce que c'est toujours une pente glissante pour le Bloc d'aller en élection sur qu'est-ce qu'on défend ou qu'est-ce qu'on fait. C'est jamais évident. Ça peut soigner d'un bord ou de l'autre assez rapidement pour le Bloc. Le NPD n'a plus d'argent, donc ne peut pas se lancer dans une campagne à court terme. Le Parti libéral, le Parti conservateur vont probablement renflouer leur coffre assez rapidement. Et ça va être probablement les deux gagnants d'un potentiel relancement d'élection à court terme. Okay. Donc, ça va être intéressant de voir les cartes. Parce que là, ils vont regarder les coffres forts de chacun. Oh, NPD, plus d'argent. Le Bloc, il n'y a plus trop d'argent. Le Bloc québécois ne roule pas sur l'or non plus. Hein. Ça coûte des sous faire une campagne. Ouais. Donc, OK, on brise le gouvernement, puis on se réessaye, puis on se bat, toi et moi, là, les deux gros coqs, là, Okay. là, avec leurs machines respectives. Je pense pas que le gouvernement conservateur aurait davantage à ce que ça arrive aussi. Je pense que M. Scheer va... Là, je sais pas s'il va quitter, mais si les grands stratèges du parti veulent aspirer au pouvoir rapidement, vont devoir aller très vite dans un nouveau chef, renflouer leur coffre, puis après ça, quand il va être bien établi, il dit « Est-ce qu'on a la bonne personne pour battre Justin Trudeau? Okay. » Là, c'est ça qu'il va falloir qu'il détermine assez rapidement. Mais Justin Trudeau, il a le beau jeu. Qu'est-ce qu'il a fait en 4 ans, Justin Trudeau? Dépassé. Il a dépensé beaucoup. Il a légalisé la marijuana. Mais sinon, il n'y a pas eu de grands projets politiques ou de grands projets de loi. Donc, pourquoi pas un autre mandat de ce type-là? Pour lui, je pense qu'il est à l'aise avec un mandat avec peu de coups d'éclat législatifs. Donc, lui, il va surfer là-dessus, probablement le plus longtemps qu'il peut. Une couple d'années. Une couple d'années, mais ça va dépendre de ses alliés ou pas aussi. Mais je ne pense pas que... Puis là, il y a évidemment toujours les budgets, mais le Parti néo-démocrate va toujours appuyer les budgets du Parti libéral, peu importe comment de milliards il dépense. Donc, je pense qu'il va être capable d'aller chercher une majorité de votes au budget aussi longtemps qu'il le désire, mais ça va être au niveau des projets de loi, des législations qu'il va apporter. Si on se fie à son dernier mandat, ça ne devrait pas être légion dans les projets de législation au niveau du Parti libéral. Bref, il peut peut-être espérer surfer là-dessus pour un 4 ans. Mais avec les chocs des groupes, si le Parti conservateur se rassemble rapidement autour d'un autre chef, ça se peut que ça dure moins longtemps qu'on pense. OK. M. Blanchet, hier soir, en terminant, vraiment la clôture de son message, il faisait un appel à M. Trudeau d'en faire un point d'honneur comme lui-même, de se manifester pour la libération des prisonniers en Catalogne. Ça a sonné un petit peu curieux. Il y a eu des commentaires sur la table de RDI. On termine sur une note internationale. Oui. Personnellement, je suis c'est sûr que là, quand on parle de potentiels problèmes, on va dire, pas criminels, mais des actions contre leur propre population, comme par exemple la répression, quand on parle de répression, quand on parle de prisonniers politiques, je pense que c'est bien de dénoncer ça. Mm-hmm. C'est bien que les gouvernements occidentaux dénoncent cela de façon claire, mais je suis plutôt un partisan de respecter
les débats internes, de respecter au maximum les débats internes des autres pays. Tu sais, en Espagne, vite fait, là, ben, la Catalogne, elle a signé la Constitution espagnole. Hein? C'est signé. Donc, l'Espagne de Madrid se sent justifiée dans la Catalogne, que la Catalogne reste à l'intérieur de l'Espagne. Ouais. Vous allez me dire que la Constitution est vieille de plusieurs centaines d'années, mais ça, c'est pas à nous de juger de cela. Cependant, s'il y a des excès ou de la répression de la population ou des prisonniers politiques, là, je pense que c'est bien de le dénoncer. Mais j'aime quand les gouvernements des pays se gardent une réserve au niveau des actions qu'ils apporteraient ou, Oui. dans les pays, De dire mettre une prenons opinion, action. en tout cas. De mettre son opinion, dire on invite les gens à respecter leur population et à être, pas prendre des prisonniers politiques, mais de garder une réserve. Moi, je pense que c'est la bonne façon de faire quand même. Monsieur Jérémy Bélanger, merci beaucoup, encore une fois. C'est bien gentil. À la prochaine, peut-être. Oui. Sans détour. Avec Sylvain Caron.